sur Happiness. On est toujours en direct de l'Antre du Geek, en direct de la Halle aux Bulles, de cette 6e édition de la Halle aux Bulles. Et nous avons un nouvel auteur avec nous, nous avons François Gomez. François, bonsoir. Bonjour, pourquoi je dis bonsoir? Je sais pas, je me vois déjà en week-end, c'est peut-être pour ça. Ouais, moi aussi. Alors, on t'accueille notamment pour ton 3e volume de Castle Witch, qui est une BD jeunesse. C'est ça. Mais ouais. qui, on en parlait encore là pendant la pause musicale avec Baptiste. Nous, enfants, on aurait adoré avoir ça. C'est pour les adultes aussi. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Il y a plein de clins d'œil à l'intérieur pour les plus de 40 ans. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans la BD, c'est ce qu'il y a dans ma tête. En fait. Exact. Donc, c'est ce qu'il y a dans la mienne. C'est ce qu'il y avait dans la mienne à 10 ans aussi, donc c'est extraordinaire. Et il y a beaucoup de choses dans la tête de Baptiste, donc autant vous dire que c'est un peu le bordel. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le principe de Castle Witch? Alors Castle Witch, c'est une ville. Voilà, c'est le nom d'une ville. Et dans cette ville, il y a des enfants qui ont des amis imaginaires et qui vont se trouver confrontés à des maléfiques. C'est des amis imaginaires qui ont mal tourné. Et donc il va y avoir une guerre en fait entre les maléfiques et les imaginaires. Et il y a un méchant sous-jacent, voilà, c'est du Lovecraft pour les enfants. Du Lovecraft pour les enfants. Voilà, exactement. On le retrouve dans le dessin des monstres. Hein, il faut lire le dernier tome pour bien comprendre. Déjà le Necro Maleficum, voilà, c'est un gros clin d'œil au Necronomicon. Oui, et donc le méchant, parce que c'était moi qui étais fan de Lovecraft et qui ai changé le nom du méchant, qui soit en rapport justement avec l'univers de Lovecraft. Vous verrez c'est qui en fait à la fin. Voilà, je dirai pas. Alors on va pas spoiler parce que vraiment voilà. ça ce sont des BD qu'il faut lire. Et il y a vraiment des rebondissements qui sont hyper intéressants. Comme tu le disais, c'est d'abord pour les enfants, mais aussi nous en tant qu'adultes. C'est ça, de toute façon dans toutes mes BD que je fais pour les enfants, il y a toujours un côté... il y a un second degré de lecture pour les adultes. Idem pour de toute façon l'histoire de Castle Witch. Il y a aussi un second, un peu comme les films de Miyazaki. Il y a toujours un second degré très psychique, psychologique sur pourquoi les enfants ont besoin d'un ami imaginaire. C'est parce qu'ils ont tous un vécu un peu particulier et c'est pour ça qu'ils le gardent. Voilà. Oui, et puis finalement c'est la société qui nous dit adultes de laisser cet univers imaginaire. Plus on grandit, plus on est beaucoup à le diminuer parce qu'on a des responsabilités. Mais peut-être que le monde se porterait mieux si on le gardait tous. En fait. Le petit Pépé, par exemple, dans le tome 2, il a toujours son ami imaginaire. Le petit Pépé, c'est moi, en fait. D'accord. Okay. Voilà. Comment il spoil direct? Moi, j'ai lu que le tome 1, j'allais lire le tome 2. Ah, mais je t'ai dit qu'il y avait juste un Pépé. Comment je me fais spoiler? Pardon. Alors, justement, tu t'en parlais. Toi, étant jeune, t'avais un ami imaginaire ou pas du tout? Si, oui, j'en avais un. Et il s'appelait comment? Alors, je me rappelle plus du tout. Je crois qu'il n'avait pas de nom. Mais en fait c'était une peluche que j'avais et j'étais tout le temps avec lui. Voilà, c'était la bataille des planètes. Donc peut-être que tu connais pas, tu es trop jeune. Ah, non. Oui, si, par rapport à moi, ouais. Donc c'était un dessin animé au moment de Goldorak, même un petit peu avant. Et c'était le méchant dans la bataille des planètes que j'adorais. Et en fait c'était mon copain quoi. Alors tu disais que tu avais des inspirations de Miyazaki, donc tout le côté japonisant comme tu disais avec Grandizer et autres et consorts. Quelles sont tes autres influences? Moi je lis de tout, c'est-à-dire que j'ai des coups de cœur durant mes périodes de vie. C'est des comics, ça peut être du manga. Alors en manga, Taniguchi. En comics, Sean Murphy. Oui, ça. Voilà. Là, tu parles à un spécialiste. Voilà, mais je suis un gros fan. Voilà, c'est ça. En BD européenne, y a Moebius, voilà, il y a Tarquin, Astérix quand j'étais petit. Mais je lis pas beaucoup de BD, mais quand je tombe, parce que je vais souvent là en librairie, quand je tombe sur un truc qui m'interpelle, je le prends, je le lis. Le dernier truc qui m'a interpellé, c'était Son odeur après la pluie. Voilà, une magnifique BD d'histoire humaine avec un homme qui adopte un chien et une histoire d'amour en plus. Donc voilà, c'est des univers. Il y a aussi, comment il s'appelle, un Breton qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, qui avait fait une adaptation de Kenneth Grahame en bande dessinée avec des animaux. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais pareil. Et du coup, pourquoi avoir choisi là de parler de ces amis imaginaires qu'ont les enfants? En fait, on avait travaillé avec Nicolas Jarry sur Brocéliande.
Et il avait envie de continuer à travailler avec moi. Et donc il m'a demandé ce que j'avais envie de faire. Moi je voulais faire une BD jeunesse. On en a discuté. Il avait quelque chose dans ses tiroirs. Il a toujours quelque chose dans ses tiroirs. Hein. Il écrit, il a plein de brouillons qu'il peut adapter à l'univers d'un auteur dessinateur. Et il m'a proposé ça. On a changé pas mal de choses. Le nom Castle Witch, il était déjà dans le scénario, mais c'est moi qui ai décidé. Je leur ai proposé d'en faire le titre parce que c'était génial comme titre. Et puis on a rajouté plein de trucs. Après les créatures, en fait c'est un peu moi qui les ai inventées par rapport à ce qu'ils me racontaient. Mais c'est ce que je voulais savoir. Un ogre, ça vient de toi en fait. Les créatures, ça vient vraiment de toi. Il n'y a pas d'indication. Alors c'est comme le scénario, c'est-à-dire qu'en fait il me passe, quand on travaille ensemble, il me passe le scénario comme un roman presque, qui est découpé en cases bien sûr, mais il n'y a pas de plan. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait c'est moi qui me fais mon storyboard. D'accord. Il me décrit un petit peu ce que ça peut être la créature, mais visuellement en fait, quand il me dit Hafnur, le gros du premier tome, c'est un ogre. Ça ressemble pas à un ogre vraiment, c'est un gros bonhomme bleu avec des cornes. Ça ressemble presque à une peluche en fait. Oui c'est ça, mais de base c'est une peluche. Oui c'est vrai. Voilà. Et d'où vient cette idée de mode combat que tu mets dans ces créatures ? Je pense que c'est par rapport à tout ce qu'on a pu vivre, lui et moi, avec les Pokémon, avec les Magic. Il y a cette inspiration-là. Alors c'est pas une inspi, c'est plutôt une influence qu'on a. Mais c'était pas que Pokémon, il y avait d'autres trucs avant. Mais c'est pas vraiment comme des Pokémon parce qu'ils évoluent pas. C'est-à-dire que tu leur demandes, les enfants leur demandent mode combat, mais en même temps ils peuvent régresser en mode normal. Tu vois. C'est plus Digimon du coup. Ouais, c'est plus Digimon, ouais. Exactement, ouais. J'ai trouvé un autre fan. Parce qu'il a trouvé un fan de Digimon. C'est dingue ça. Alors je suis pas un énorme fan de Digimon, mais j'aime bien. Ouais. C'est obsessionnel. C'est mon fils qui m'a montré les Digimon, tu vois. Par exemple. D'accord. Donc tu te laisses aussi influencer par ton moi, fils. Je suis un geek, nerd. Je regarde des dessins animés, des séries. Je m'inspire de tout ce que je peux m'inspirer. Je m'inspire. C'est comme ça que la créativité, elle naît. Hein. De toute façon, tu peux pas inventer quelque chose de totalement nouveau. Il faut absolument se nourrir des choses pour pouvoir inventer ton propre univers, justement. Et comme ça, tu parles aussi aux gens. Et justement, tu parlais de ton fils, tu lui as fait lire Castle Witch ? Oui, bien sûr. Hein. Et il en a pensé quoi, lui ? Il déteste, toujours. Hein, non, je déteste. Non, mais c'est possible. Non, il est dans son... Lui, c'est plus... mon fils, il dessine aussi. Et il a 22 ans maintenant, mais lui, il est plus dans l'univers un peu glauque, manga... Donc pas du tout l'univers de Castle Witch. Il dessine comme moi, on a beaucoup de points communs avec mon fils, sauf que lui il est très très... moi je suis très joyeux, voilà. Lui il est très glauque. c'est un millénial. Voilà. Il est torturé on va dire. Et le choix de l'épilogue à la fin des 2 premiers tomes, il vient d'où? Pourquoi pas avoir fait d'autres pages avec... C'était éditorial. De base, en fait, on avait signé pour 2 tomes, de 90 pages. Ouais. Et on a changé de directeur de collection. Et quand le directeur de Delcourt a vu le projet, il a fait non, ça sera 3 tomes de 56 pages. Donc on a quand même perdu quelques pages là-dessus. Et donc, comme Nicolas voulait absolument que les pages BD qu'on ne pouvait pas faire, on les ait quand même à la fin de l'album. Il a quand même un certain poids chez Soleil Delcourt, Nicolas Jarry, il fait orc, elfe, gobelin, donc on ne pouvait pas lui refuser ça. Donc il a dit, on ne fait pas les pages, on économisait sur le salaire du dessinateur. Pour quand même faire les épilogues à la fin. Mais j'ai quand même fait les petites illustrations. Voilà. Mais je trouvais que c'était dommage de ne pas inclure les personnages, justement. Oui, parce que c'est un choix un peu particulier. On le voit peu, finalement, de finir une bande dessinée qui est graphique avec justement ce texte. Ouais. J'aime bien mélanger les c'est bien, J'avais fait une BD, un album chez Jeunesse aux éditions Graines 2. C'est pareil, c'était un mélange de BD, de romans jeunesse, pour montrer aussi plein de façons de raconter. Mais on avait ça aussi dans les années 60 ou 50. De temps en temps dans les magazines. On avait des pages de BD avec de temps en temps un petit paragraphe qui se lisait.
Voilà. Donc c'est des contraintes éditoriales de base qui ont fini à part faire ça. Mais voilà, on retombe toujours sur nos pieds. L'important c'est qu'on ait l'histoire en entier. Voilà. C'est dommage de couper. Donc c'était fini. Dès le début, vous saviez que ça serait quelque chose de fini assez rapidement, pas une série de 10 ou... Ah non, l'histoire, comme l'album que je fais actuellement, je sais quand ça se termine. Moi, je me vois pas faire des albums de 10-15 volumes. Moi, je suis abonné aux séries de 3 tomes ou d'albums simples. Là, actuellement, je fais un album simple. Un one-shot de 60 pages, mais voilà. Et tu peux nous dire un peu sur quoi, oui. Alors, ce sera pour les éditions Oxymore. C'est une BD toujours avec Nicolas Jarry, justement, on a discuté, qui s'appellera Le secret des libellules. Et c'est inspi Miyazaki. Voilà, et pareil avec 2 gamins qui sont à la campagne, avec des petites créatures dans la forêt. Ils ont loué une maison qui appartient à une vieille qui est à l'hôpital et qui est une sorcière. Voilà, c'est un mélange entre Chihiro, Totoro, Mononoke. J'ai cru que tu allais dire le tombeau des Lucioles là. Parce que non, mais il y a un petit côté dans l'histoire très triste. Moi, il m'a traumatisé ce truc. Après, oui, pareil, mais je suis Takahata, c'est pas trop mon truc. Après, chez Oxymore, c'est vrai que c'est une maison d'édition qui publie plutôt des choses pas poétiques, mais il y a quand même ce trait, ce dessin. Ouais, il n'y a pas que Oxymore. Mais en même temps, il y a Barbara Canepa. Enfin, c'est pas elle qui s'occupe de mon album, c'est Jean-Luc Istin et sa femme. J'ai oublié son nom. Enfin, voilà quoi. Mais oui, ils ont plein de trucs très sympas. Mais il n'y a pas que, il y a d'autres maisons d'édition qui font ça. Moi, je suis Nicolas Jarry, donc pour l'instant, Sylvain Cordurier aussi. Justement, c'est une question que je voulais te poser aussi. Comment ça se passe cette collaboration avec Nicolas, puisque ça fait un moment du coup que vous collaborez tous les deux? Ça fait 4 albums. Voilà, écoute, on s'entend super bien. Il adore ce que je lui envoie à chaque fois, même si mon éditeur me dit il y a ça à retoucher. À chaque fois que j'envoie des pages à Nico, pour lui, c'est parfait. Même si au niveau narratif, des fois, il y a toujours des petits retouches. Mais en fait, ce qu'il a dans la tête, je l'ai dans la mienne. Donc c'est ça qui est intéressant. Là, vous vous complémentez tous les deux. Oui, c'est-à-dire que lui, il écrit bien les dialogues. J'adore ce qu'il écrit. Surtout que quand c'est des trucs... Brocéliande tome 7, c'était une belle histoire, triste. Et là, on a mélangé justement ce qu'on avait fait sur Castle Witch au niveau fantasy avec le Brocéliande tome 7, où il y a une histoire qui est très, très triste. Et on en a fait le secret des libellules, mais voilà. Et ça sort quand, le secret des libellules, juste pour nos auditeurs? Je suis au début là. Voilà, je suis à la 15e page de board. J'ai commencé les 5 premières pages. Ça sera du crayonné, il n'y a pas d'ancrage. Pour le coup, il n'y aura pas d'ancrage. Je fais un crayonné poussé. Et il y a Sandrine Cordurier qui continue à faire les couleurs, là qui fera de l'aquarelle numérique par-dessus. Donc ça sera très Miyazaki dans l'aspect. Voilà. Et puis voilà. Et puis s'ils veulent voir, moi j'ai une chaîne Twitch, donc ils peuvent me voir travailler tous les jours en direct. C'est quoi le nom de la chaîne Twitch? Fanfan Gomez. Voilà. Sur les réseaux. Moi je suis très actif, je suis hyper actif. Donc, Amis auditeurs, n'hésitez pas en tout cas. Merci François d'avoir répondu à nos questions. On te remercie également pour ce tome 3 de Castle Witch qui clôture du coup l'épisode, enfin l'épopée. Tu me remercieras quand tu l'auras lu. Ouais, j'ai les 3 là. D'accord. J'ai lu le premier, j'ai tout de suite foncé acheter les 2 autres. Mais voilà, merci en tout cas François d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.